Cette vidéo est sponsorisée par Flexispot. Avant, en tant que weeb qui se respecte, je regardais mes animés comme ça, je travaillais comme ça, et du coup, je marchais comme ça. Mais grâce à Flexispot, ma façon de travailler s'est beaucoup améliorée. Flexispot, c'est une entreprise spécialisée dans la création de bureaux ergonomiques et de solutions pour rendre le quotidien de travail plus agréable et plus sain. Et j'en ai moi-même fait l'expérience en recevant gratuitement le bureau E7 Pro de leur gamme. Accompagné de son boîtier de commande directement fixé sur le bureau, hop, petit moment ASMR, le bureau E7 Pro de chez Flexispot me permet de mémoriser jusqu'à 4 positions préférées et ainsi d'alterner entre une position de travail assise et debout en un simple clic. Parfait pour procéder à de longs montages vidéo tout en s'enjaillant sur son opening préféré. D'après une étude, alterner entre position assise et debout améliorerait votre circulation sanguine, votre santé physique, votre productivité et même votre capacité à résoudre des équations quantiques sur l'importance d'une énergie renouvelable capable de s'auto-alimenter grâce à une saucisse. Composé d'un double moteur capable de supporter jusqu'à 160 kg, soit le poids énorme de mon ego, et de monter à une hauteur maximale de 1m30, le bureau convient à tout type de setup et de personnes. Que vous préfériez travailler assis, accroupi, debout ou même sur la pointe des pieds, Flexispot répondra parfaitement à vos exigences. D'ailleurs, avez-vous déjà pensé à couper vos câbles pour qu'ils n'apparaissent plus et ainsi avoir un beau câble management sous votre bureau? Si oui, ne faites pas ça! Flexispot a pensé à tout! Avec son système de gestionnaire de câbles, vous pourrez organiser vos fils qui traînent partout et ainsi avoir un véritable câble management de professionnel. Alors si vous aussi vous avez envie d'avoir un super bureau et d'augmenter votre productivité, c'est le moment idéal! Puisque pour ce mois de septembre, Flexispot propose des réductions allant jusqu'à 42% selon les articles. Alors si vous cherchez un bureau, une chaise, un fauteuil ou même du rangement, c'est le moment d'aller faire vos courses chez Flexispot. Cliquez sur le lien en description pour plus d'informations. L'été est terminé, et à l'issue de ces jours ensoleillés durant lesquels vous avez profité de la vie à votre façon, dites pas le contraire, on est des weebs. Vous avez finalement dû effectuer votre rentrée. Du coup, il est fort probable qu'à l'heure actuelle, vous ayez perdu tout sourire sur votre visage. Mais soyez rassurés, Tonton Révor est là pour vous. Qui dit fin de l'été, dit début de l'automne. Me remerciez pas, c'est une info que je vous donne comme ça. Et qui dit automne, dit beaucoup d'animés. Non mais genre vraiment beaucoup d'animés. Vous m'avez d'ailleurs vous-même fait part de votre inquiétude quant au rôle que l'automne va jouer sur votre avenir. Ceci dit, notez que j'ai pris les devants cette fois. En ayant cliqué sur cette vidéo, vous avez accepté la clause qui stipule que tout échec scolaire ou professionnel de votre part ne sera en aucun cas la faute du youtubeur ici présent. Ah bah excusez-moi, mais comme a dit mon père le jour de ma conception, il est primordial de se protéger pour ne surtout pas se retrouver avec une mauvaise surprise. Bref, désormais il est trop tard pour reculer. Votre destin est déjà scellé. Par conséquent, il est temps de plonger ensemble dans ce qui pourrait bien être la cause de la hausse du chômage dans les prochains mois, les animés de l'automne. Et on commence avec un animé qui me hype beaucoup, Blue Box. Aimez-vous les sports de raquettes? Alors, je parlais pas forcément de ce racket-là, c'est peut-être un peu mal compris pour le coup. Ta gueule, donne-moi ton téléphone. Oui, c'est dans ma poche. En tout cas, Taiki Inomata, lui, les aime. Et plus particulièrement le badminton. Sport qu'il apprécie tellement qu'il a même décidé de s'inscrire à l'académie Eimei, un établissement qui a la particularité d'accueillir aussi bien des collégiens que des lycéens, afin qu'ils puissent intégrer un parcours sportif selon leur convenance. Et donc, c'est après avoir charbonné comme un fou que Taiki a réussi à intégrer l'équipe de badminton de l'école. Mais qui dit école sportive, dit plusieurs équipes. Et bah c'est là que ça pose problème en fait. Parce que à chaque fois que Taiki et son équipe veulent aller s'entraîner dans le gymnase, bah ils se feront aussitôt devancer par l'équipe féminine de basket. Bon alors, en vrai de vrai, Taiki, ça le dérange pas tant que ça au final de partager le gymnase avec l'équipe de basket féminine, hein. Et on se demande pourquoi. Puisque c'est dans cette équipe que se trouve Shinatsu Kano, l'étoile montante du basket féminin, mais surtout la fille dont il est éperdument amoureux. Le problème, c'est que Taiki a 15 ans, et qu'à 15 ans, le manque cruel de confiance en soi fait partie de notre quotidien. Cette coupe champignonesque sur ma tronche d'ado prépubère en est la preuve. Et donc, il se dit que, vu qu'il n'a jamais accompli d'exploit de sa vie, vu qu'il n'a jamais été au centre des attentions, vu que jamais personne n'a réellement vu en lui quelqu'un avec un fort potentiel, bah ses sentiments ne seront jamais réciproques, hein. Vu comment Kano est ultra populaire, un mec dans son genre ne pourra jamais l'intéresser. Mais un jour, par le plus grand des hasards, il se retrouve à devoir vivre avec Kano, sous le même toit, dans la même maison, ensemble. C'est donc là d'où vient l'expression avoir le cul bordé de nouilles. Quoi? C'est un japonais, hein, les nouilles c'est son domaine après tout, hein, c'est possible.
Et alors, certes, Taiki va pouvoir se rapprocher un peu plus de Kano, mais c'est pas pour autant qu'il délaisse totalement l'idée de lui prouver sa valeur sur le terrain. Et donc, pour ce faire, il décide de se lancer dans un entraînement des plus hardcore qui soit, afin de participer au tournoi national. Vous savez ce que j'aime dans cet animé? C'est que n'importe qui va pouvoir l'apprécier en fait. Bah ouais, parce que au final, sa force, c'est qu'il mélange tout un tas de genres très appréciés du grand public. De l'épicness à travers les différentes compétitions sportives, les différentes rivalités entre les personnages qu'on aperçoit dans les bandes annonces, et qui, bon, ceci dit, ont tous l'air d'être le cliché d'autres personnages d'anime de sport, hein, on va pas se mentir. L'esprit léger de l'animé au travers de son univers school life, le drame aussi visiblement en abordant quelques sujets propres au shonen comme le manque de confiance en soi et le dépassement de soi, et aussi, bien évidemment, la romance. Enfin, je dis ça pour vous, hein, parce que bon, me concernant... Vrai homme privilégie gros animés de bourrin cette saison. Vrai homme ne regarde pas romance pour filles. Mais Vrai Homme va quand même regarder cet animé là en cachette, car Vrai Homme est une vraie guimauve quand la caméra est éteinte. Et puis, en vrai, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour stipuler à quel point l'animé est gigabeau? Révor, on est en 2024, hein. C'est devenu la norme, ce genre d'animation. Non. Je trouve que c'est important de gratifier une telle qualité artistique, que ce soit les sons à la limite de la SMR, J'avais ma fenêtre ouverte au moment d'enregistrer ce petit gémissement. Autant vous dire que mes voisins ne me regardent plus de la même manière. La beauté visuelle de chaque mouvement, surtout quand on voit que le studio à l'origine de ça est celui-là même qui a fait ça. Surprenant, hein? Bref, écoutez, j'ai hâte, je sens qu'on peut grave avoir une bonne histoire romantique, une bonne histoire dramatique aussi, et surtout une épicness de fou avec les différents sports annoncés dans l'animé. Oui, parce que bon, inutile de le préciser, mais l'animé ne se limitera pas qu'au badminton, hein. Non, d'après la bande-annonce, c'est tout un panel de sports qui vont être exploités. Donc, de quoi nous motiver à en faire, j'ai envie de dire. Je dis ça, mais jusqu'à présent, tous les animés de sport que j'ai matés, je les ai matés comme ça. Putain, c'est hyper inspirant. Bref, l'anime est prévu pour le 3 octobre 2024 sur Netflix. Cet automne, faudra pas non plus sous-estimer Magilumière Magical Girls. L'anime nous entraîne dans un monde où être une Magical Girl peut déboucher sur un CDI. Oui, Magical Girl c'est devenu un taf. Taf qui, disons-le, a l'air d'être exclusivement réservé aux femmes, comme par hasard. Et après c'est nous les misogynes. Pour une fois que j'aurais pu trouver une excuse au fait d'enfiler les robes de ma mère. Bon alors, ce travail a en réalité été mis en place suite à l'apparition d'étranges créatures nommées Kai, qui, disons-le, se révèlent très hostiles envers la population. Et du coup, le taf de ces Magical Girls, c'est d'éradiquer ces monstres, ni plus ni moins. C'est dans ce contexte que nous suivons Sakuragi Kana, qui, elle, est une chômeuse invétérée. Hein. Elle a beau enchaîner les entretiens, elle se fait sans cesse recale. Ah bah, à tel point qu'elle en est arrivée au stade 2 de la relation avec son conseiller Pôle emploi. Elle le tutoie maintenant. Perso, je suis au stade 5. Il est en train de prendre une douche chez moi, là. Sauf qu'un jour, alors qu'elle était encore une fois en entretien, spoiler alerte, qui s'apprêtait à échouer encore une fois, un Kai fait son apparition dans l'immeuble de l'entreprise à laquelle elle postulait. Et sans savoir réellement comment, Kana se retrouve à devoir assister la Magical Girl chargée de protéger les gens à ce moment-là. Et au final, elle l'aide tellement bien qu'à elles deux, elles parviennent à tuer la créature. C'est donc à ce moment-là que la Magical Girl, impressionnée par les compétences de Kana, lui proposera de rejoindre sa start-up de Magical Girl appelée Magilumière. Alors, je sais ce que vous vous dites. Ouais, un animé de Magical Girl, ça pue la mignonnerie et l'animé pour filles. Eh ben, détrompez-vous! Si vous voulez mon avis, cet animé est une sorte de renouveau dans le genre Magical Girl. Un renouveau qui s'annonce vraiment bon. Déjà, comme on peut le voir dans les bandes annonces, ça pète de partout. On est plus dans une sorte d'esprit de shonen que dans un univers tout mielleux qu'on trouve en général dans ce genre de série. Non, là, il y a de la baston, des monstres en tout genre, des méchants badass, de la musique de bourrin que vous n'entendrez pas ici parce que je tiens à ma monétisation. Et puis c'est moi où elles utilisent des sortes de balais à propulsion pour se battre, là. Ne fais pas une blague que tu pourrais encore regretter. Ne fais pas une blague que tu pourrais encore regretter. Bon, et puis, ce qui m'a vraiment interpellé aussi dans cet animé, c'est qu'en faisant mes recherches, j'ai appris que l'animé prenait aussi à cœur de développer tout ce côté entrepreneurial de la Magical Girl, en mettant en scène par exemple diverses entreprises qui n'hésitent pas à exploiter les Magical Girls pour en tirer un vrai business. Un peu comme le marché des idoles dans Oshinoko au final. Et donc au final, je pense qu'ici on va avoir une histoire dans l'histoire en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on aura certes cette façade un peu cliché et prévisible de la Magical Girl qui va tout faire pour combattre des monstres et ainsi protéger l'humanité, qui en soi est très cool, hein, mais pas du tout révolutionnaire, mais qu'en dehors de ça, on aura aussi tout ce côté malsain à base de corruption et de capitalisme qui vise à nous montrer l'envers du décor. Et ça, au final, c'est ce qui peut vraiment nous faire nous investir dans une telle histoire au final. Jamais j'aurais pensé être un jour intéressé par le marché de la Magical Girl. Donc ouais, écoutez, j'aime bien ce que je vois là, je pense que ça peut donner un truc qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, alors je tenterai quelques épisodes pour voir si j'accroche ou non. Quoi qu'il en soit, l'anime sera disponible à partir du 4 octobre 2024, mais hélas, toujours pas de licence annoncée à ce jour.
On passe maintenant à un animé qui me laisse assez perplexe, You Are Mrs. Servant. Hitoyoshi Yokoya est un jeune lycéen qui vit tranquillement, seul dans une petite maison de quartier. Mais un jour, son quotidien change du tout au tout lorsqu'une femme vient sonner à sa porte. Et cette femme lui propose de devenir sa domestique. Bon alors, déjà là, j'ai vu assez de films de l'après-midi sur TF1 pour comprendre que c'est chelou, mais en plus de ça, elle lui avoue être une ancienne assassine qui cherche à refaire sa vie loin du quotidien sombre qu'elle connaissait auparavant. Bon, une femme qui est une ancienne assassine, qui se pointe chez un gamin de 16 ans en tenue de soubrette pour lui demander l'hospitalité. Non seulement cette phrase fait partie des plus grands fantasmes qui ont forgé mon adolescence, mais on est d'accord que si le scénario se veut un minimum logique, Hitoyoshi devrait normalement refuser cette demande hyper chelou. Hitoyoshi accepte. Bon, bah je l'ai trouvé l'animé où j'aurais pas besoin de toi cette saison. Bon alors, bien sûr, il est important de ne pas éveiller les soupçons de la dame concernant son passé, hein. Et donc pour ce faire, il faut qu'elle devienne Madame Tout le Monde. Et la première chose à faire pour ça, bah c'est de lui trouver un petit nom. Dis donc, on parle d'une personne ou d'une chienne là, hein? Hitoyoshi décide alors de l'appeler Yuki, comme le nom des animaux de compagnie de 60% de la population. Bah j'ai ma réponse du coup. Le truc c'est que Yuki, elle a beau porter un bel uniforme de femme de ménage, bah elle en a absolument pas les compétences en fait. Elle sait pas du tout faire le ménage, elle est encore plus mauvaise d'un point de vue sociabilité. Du coup, bah ça s'annonce pas facile pour Hitoyoshi de cacher sa véritable identité, hein. Mais au final, ça lui fait pas peur, parce qu'il se rend compte que Yuki pourrait bien lui apporter plus que de la propreté. Ouais, il pourrait lui apporter une véritable compagnie dans sa solitude perpétuelle. Alors, je vous le dis clairement, je sais absolument pas comment interpréter cet animé, hein. D'un côté, l'idée m'intrigue parce que ça sent la bonne comédie au travers de Hitoyoshi qui va devoir gérer une femme qui n'a vécu que dans le crime et le meurtre, mais ça sent un peu aussi le drame au travers notamment de Yuki, qui va devoir se resociabiliser tout en apprenant à faire confiance et à découvrir les joies des sentiments amoureux. Oui, parce que c'est une romance. Et c'est justement ça qui m'inquiète. Non seulement parce que les animés qui mettent en scène des romances avec des maids, bah on a déjà vu ce que ça pouvait donner, hein, mais aussi parce que quand on regarde la bande-annonce, on a clairement l'impression que l'âge des deux protagonistes n'est clairement pas similaire en fait. Et puis justement, le fait d'en faire une histoire romantique, bah ça prédit forcément une histoire cliché en fin de compte. Ce genre d'histoire qui ne tourne exclusivement qu'autour de la romance entre deux protagonistes que tout oppose, en général ça n'engendre rien de bon dans le développement des personnages ou même de l'intrigue de manière générale, puisque l'intérêt principal de l'histoire n'aura que pour principal objectif de montrer l'impact qu'auront ces deux personnages l'un sur l'autre. Et du coup ça présage tout un lot de personnages extrêmement clichés, hein, on va pas se mentir, comme par exemple, j'imagine, la protagoniste féminine proche du héros qui ne verra pas cette relation d'un bon œil, un méchant propre à l'histoire qui, au bout de quelques épisodes, deviendra très gentil, et potentiellement un traumatisme du héros principal ou de l'héroïne principale, qui n'aura pas vraiment d'impact émotionnel tellement la comédie de l'animé sera surreprésentée. Mais après, est-ce que ça fait de lui un animé mauvais pour autant? Bah non. Enfin, je sais pas, ça sent l'animé à la fois chill, drôle et parfois touchant, mais ça sent aussi l'histoire qui n'a aucun sens. Donc je vous avoue que je suis très mitigé et que je pense tester un épisode seulement pour voir si j'arrive à rentrer dans le mood ou non. Enfin bref, quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 5 octobre sur Crunchyroll. Autre pépite prévue pour cet automne, du mouvement de la Terre. L'animé nous emmène au 15e siècle, au beau milieu de l'Europe, une période de l'histoire où avoir des idées hérétiques, ou qui vont à l'encontre des différents courants de pensée validés par les hautes sphères, est considéré comme un crime absolu. Attendez, Twitter existait déjà au 15e siècle ? Vive la Révolution ! Faut savoir qu'à ce moment-là, c'est la religion qui régit la société. Et bon, du coup, bah le moindre faux pas peut mener au mieux à la torture, au pire à la mort. Enfin perso j'aurais dit l'inverse. Nous suivons donc Rafale, un enfant prodige qui est tellement intelligent qu'il s'apprête à son âge à entrer à l'université pour y étudier la théologie, une matière qui techniquement est réservée à l'élite. Et Rafale, il compte bien devenir une personne très importante. Mais le problème c'est que sa perception des choses va très vite changer quand il va rencontrer Hubert, un homme emprisonné pour avoir étudié l'héliocentrisme, une théorie hérétique selon laquelle le soleil serait au centre de l'univers. Hérétique! Alors, en apprenant ça, Rafale, il a juste envie de se tirer une balle. J'ai galéré à placer ce jeu de mots, sachez-le. Bah ouais, parce qu'il se dit que l'entièreté de son monde s'écroule en fait. Lui qui a toujours cru que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre, décide de finalement étudier l'astronomie et de découvrir la vérité sur le monde qui l'entoure. Alors, question, êtes-vous un platiste? Si oui, mettez cet animé sur votre liste, ça vous fera pas de mal. Un animé qui parle d'astronomie en Europe au 15e siècle, durant lequel chaque pensée qui diffère des idées communes peut engendrer la mort, cette phrase seule suffit à me donner envie de mettre cet animé en rouge sur ma liste tellement il va être prioritaire. Non seulement son thème c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, hein. Le dernier animé que j'ai vu et qui parlait d'astronomie, c'était Keijo. Mais Keijo ça parle pas d'astronomie. Et ça c'est pas une lune peut-être. Mais en plus, si on réfléchit bien, c'est aussi un bel hommage à ceux qui ont refusé d'accepter l'obscurantisme et qui ont risqué leur vie pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir les réponses aux grandes questions de l'époque. Donc rien que pour ça déjà, c'est un grand oui. Après, ce qui me fascine aussi, c'est la manière dont l'histoire pourrait capturer cette tension permanente, aller à l'encontre de l'inquisition, surveiller chaque fait et geste, chaque parole, chaque personne que tu rencontres et chaque décision que tu prends. Si cet aspect est bien exploité, alors on pourrait avoir un véritable thriller historique, rempli de suspense et de moments vraiment intenses. Ajoutez ça à un potentiel visuel magnifique, et bah vous tenez un animé
animé qui pourrait marquer autant pour son intrigue que pour son esthétique, moi je vous le dis. Et oui, j'ai galéré à dire esthétique. En plus de ça, il y a un énorme potentiel d'apprentissage, avec une plongée dans l'histoire des découvertes scientifiques et des conflits entre science et religion. Non, vraiment, si cet animé gère bien ces éléments, ça pourrait être l'une des perles de la saison. Captivant à la fois pour son côté dramatique et pour ce qu'il a à nous apprendre. Franchement, j'ai hâte. Bref, l'animé sera disponible à partir du 5 octobre sur Netflix. Une petite comédie romantique, ça vous tente? Ça tombe bien, cette saison, on aura également le droit à Morai in Love. Connaissez-vous la grande muraille de Chine? Oui? Eh ben c'est pas d'elle qu'on va parler dans cet animé. Puisqu'ici, on va parler de Murai du Japon. Un étudiant tout à fait ordinaire et même quelque peu introverti qui essaie tant bien que mal de se fondre chaque jour dans la masse pour ne pas se faire remarquer. Sauf que, voilà, Murai, il est amoureux de Tanaka, une jeune professeure de son lycée qui est une véritable otaku. À tel point qu'elle passe la majeure partie de son temps sur ses jeux vidéo préférés, qui sont des otome games, hein, bien évidemment, puisque au Japon, qui dit gameuse dit forcément jeu de drague, alors que vraie gameuse achète RTX 4090 pour jouer aux Sims. Et possède ce casque aussi. Mais un jour, Murai décide de franchir le cap et de passer outre le stress qui le ronge totalement. Il s'approche de Tanaka et finit par lui avouer ses sentiments. Sauf qu'il se fait rejeter. Mais Murai, il se décourage pas. Et afin de la séduire, il va se mettre en tête de changer complètement son comportement et son physique afin de ressembler le plus à un personnage d'Otome Game. Je vais pas vous mentir, la bande-annonce a l'air complètement déjanté en fait. Pour le coup, ici, ça sent vraiment la giga comédie romantique. En vrai, je peux même pas spéculer sur l'animé en fait, parce que là, le but de l'œuvre est clairement sans appel. Ça va juste se résumer à une sorte de jeu du chat et de la souris, avec d'un côté un élève qui tente absolument de faire craquer sa prof, et de l'autre, une prof qui tente le plus possible de l'ignorer alors qu'il ne la laisse pas indifférente. Le tout saupoudré de personnages tous plus tarés les uns que les autres, et voilà. Et écoutez, c'est pas le genre d'animé qui me passionne le plus, hein, mais pourquoi pas. Si ça peut être vraiment drôle sans trop exagérer sur les situations un peu loufoques, ouais, pourquoi pas. Écoutez, je lui laisserai quelques épisodes pour me convaincre, on verra bien. Et si vous aussi vous avez envie de faire de même, alors rendez-vous le... Ah bah dis donc, on peut déjà le regarder en fait. Bon, vous étiez au courant vous? Bon, bien sûr que non enfin. Merci Disney+. Non mais même leur synopsis, il pue du cul. Murai aime son professeur, Tanaka. Après une coupe de cheveux, il ressemble à son personnage favori. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Autre animé prévu pour cet automne avec Aigakura. L'histoire nous emmène dans un monde où les dieux, les immortels et les humains coexistent. Enfin, le mot exact c'est plutôt coexister. Ouais, parce que faut savoir que les 4 divinités primordiales ont juste décidé de foutre le camp avec les dieux mineurs. Sans doute des youtubeurs ces divinités primordiales. Ce qui, pour le coup, a causé l'effondrement du monde. Bon, alors, pour éviter la disparition de toutes les créatures vivantes, les humains ont capturé un tigre légendaire, afin de l'obliger à prendre la place des dieux qui ont fui, et ainsi, de devenir un des piliers du monde. Après ça, des êtres spéciaux ont fait leur apparition afin de retrouver et de capturer les dieux en fuite pour rétablir la stabilité du monde. Ces êtres spéciaux en question sont appelés des Kashikans. Mais parmi ces êtres spéciaux, se trouve un garçon particulier, Ishiyu. Alors, malgré un nom qui laisse supposer une quelconque interrogation sur son endroit favori concernant ses déjections fécales, Ishiyu est le fils adoptif du tigre qui a été capturé. Et du coup, lui, il souhaite plus que tout retrouver les dieux qu'il considère maintenant comme des traîtres. Bah ouais, parce que s'il les retrouve, son père pourra enfin être libéré. Bon, là, j'ai clairement pas besoin d'argumenter plus que ça en vrai, hein. Ça sent le giga shonen qu'on aime tous regarder. Un Japon contemporain, what the fuck? Et une histoire certes quelque peu basique, mais qui ne manque pas de susciter l'intérêt en vrai. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'animé est un josei, donc techniquement un animé dont la cible principale serait les femmes adultes. Qu'est-ce que ça change? Bah pas grand chose en fait. J'entends souvent dire que qui dit josei dit romance ou boys love, alors que pas du tout, hein. Faut bien prendre conscience que les cibles éditoriales ne sont pas ciblées que par un genre bien défini. Par exemple, ici, en faisant mes recherches, j'ai appris que l'animé était considéré comme un josei, surtout vis-à-vis de ces relations réalistes qui auront tendance à confronter les personnages à des dilemmes adultes, mais aussi des relations plus complexes et nuancées, des émotions plus présentes que dans un shonen classique, c'est sûr. Après voilà, je le répète, mais en vrai, josei, à moins que ce soit prononcé par un anglais, auquel cas ça désignerait le prénom de mon oncle avec un accent fort prononcé, ce qu'il fait déjà lui-même quand il est bourré pour faire marrer les gosses, ça veut pas dire grand chose en fait. Rien qu'en regardant les bandes annonces de l'animé, on voit très clairement que l'animé n'est pas différent d'un shonen tout ce qu'il y a de plus basique. Le seul truc à peu près différent, c'est qu'il y a plus de personnages masculins dans un josei. Au final, la cible éditoriale de cet animé, c'est plutôt les misogynes quand on y pense. Enfin bref, notez bien que Aigakura se concentre avant tout sur l'aspect mythologique et fantaisiste de son univers. Et en vrai de vrai, rien qu'en voyant la bande-annonce, ça donne envie, c'est indéniable. Alors du coup, j'ai qu'une chose à vous dire, osez josei. Quoi qu'il en soit, l'anime sera disponible à partir du 7 octobre 2024, mais hélas, toujours pas de licence annoncée à ce jour. On continue avec un petit animé qui me laisse pas du tout indifférent,
Kinoko Inu. Hotaru Yuyami est un auteur de livres d'images qui avait tout pour être heureux. Mais malheureusement, son chien qu'il aimait plus que tout est récemment décédé, ce qui lui a provoqué une énorme dépression. Un jour, il découvre que dans son jardin se trouve un étrange chien champignon. Bon, alors, ce chien, il est un peu particulier pour tout vous dire, hein. Ouais, parce que celui-là, figurez-vous qu'il dessine partout là où il n'a pas le droit de dessiner. Oui, il dessine. Il raffole des takoyaki, et il arrive même à parfois se montrer très mature au point de réussir à consoler Hotaru. Bref, il agit comme un véritable humain. Le seul truc qui le différencie d'un humain, c'est qu'il remue la queue. Quoique, vous le mettez dans le RERB passé minuit, il y a plus tant de différence que ça en fait. Hein. C'est donc avec ce nouveau compagnon d'origine inconnue que Hotaru va peu à peu essayer de remonter la pente. Alors, cet animé, je suis conscient qu'il y aura pas beaucoup de monde qui vont le regarder, hein, on va pas se mentir. C'est pas le genre d'animé vers lequel on pourrait se diriger en priorité quand on voit la saison qu'on a cet automne. Mais je vous avoue que si je l'ai ajouté à cette liste, c'est d'une part parce que, en plus d'avoir l'air drôle, l'animé a vraiment l'air d'être hyper touchant émotionnellement parlant, mais aussi parce que cet animé, c'est un petit kiff personnel. Ouais, parce que en fait, pour être honnête avec vous, en ce moment, je suis dans une phase assez difficile. Mon chat, auquel je tiens énormément, est très malade, et j'ai peur de voir le moment fatidique se rapprocher. Et du coup, ce deuil que ressent Hotaru, j'ai peur de le vivre. J'ai peur de ne pas savoir le surmonter. Donc voilà, je pense que c'est le moment parfait pour regarder cet animé en fait. Le fait de découvrir cette petite histoire toute mignonne, ça peut à la fois apaiser mon cœur et pourquoi pas me changer les idées au vu de sa comédie et de toute sa mignonnerie qu'il promet. Non, et puis pour tout vous dire, le dernier animé que j'ai vu avec un chien en personnage principal, c'était Inukai. Il est primordial que je remplace ça de ma mémoire, oui. Bref, l'animé est prévu pour le 3 octobre 2024, mais toujours aucune plateforme de diffusion annoncée. Cet automne, on aura également le droit à Demon Land 2099. Bon, laissez-moi quelques jours et je l'appelle Demon Lord 2099, hein. Il y a très longtemps, le Seigneur des Démons s'est fait terrasser par le légendaire héros qui, par ce geste, sauva l'entièreté de l'humanité. Bref, c'est pas un exploit de fou, vous me direz, puisque presque tous les héros des animés de fantasy ont déjà accompli l'exploit avant lui. Non, là où c'est très intriguant, c'est que ce Seigneur Démon, il est revenu à la vie. Mais plusieurs siècles après sa défaite, en 2099. Bon, du coup, inutile de vous préciser à quel point le monde il a changé depuis sa mort, hein. Là où à son époque, si tu te chopais des puces, tu finissais 6 pieds sous terre, en 2099, les puces, tu te les introduis dans le corps pour pouvoir survivre. Mais Veltol, le Seigneur Démon donc, j'ai oublié de vous préciser son nom, ça l'impressionne pas plus que ça en vrai. Et qu'importe à quel point le monde qu'il a connu a changé, il compte bien récupérer son trône. Alors, celui-là, je vous avoue que j'étais un peu mitigé de base, parce que les histoires de rois démons qui reviennent à la vie dans un futur plus ou moins éloigné de leur timeline d'origine, c'est du vu et revu, on va pas se mentir, mais d'aussi loin que je me souvienne, et c'est pas gagné vu que ma mémoire ressemble à ça, l'époque la plus lointaine à laquelle ce genre de héros est souvent réincarné, c'est la nôtre. Hataraku Mao-sama, Pari Pikome, même si c'est pas un roi démon, Dead Moon Display, etc., etc. Du coup, oui, c'est amusant de voir comment le héros s'adapte à notre monde. Mais au-delà de ça, ça nous transcende pas non plus tant que ça, faut dire ce qui est. Notre monde, on le connaît bien, hein, y a pas de réelle surprise dans ce genre d'animé. Alors que là, 75 ans dans le futur, c'est comme si on découvrait le monde en même temps que le héros. Découvrir de nouvelles technologies, apprendre à s'en servir, comprendre comment un roi démon a pu devenir plus faible que la technologie, à mon avis, ça peut donner un truc assez inattendu. Bon, et puis disons-le, mais le genre cyberpunk, c'est un truc qui nous fait rêver. Et là, l'animé semble parfaitement faire ressortir la beauté de ce genre d'univers. Bref, l'animé est prévu pour le 12 octobre 2024 sur Crunchyroll. Alors là, on continue avec l'une de mes plus grosses attentes, Criminel Fiançailles. Yoshino Somei pourrait sembler être une fille comme toutes les autres, si elle n'était pas la petite fille de Renji Somei, un soi-disant vieillard que si tu rassures du V paraît avoir 18 ans, mais qui est aussi et surtout le chef de la plus grande organisation Yakuza du Kansai. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ses origines n'ont jamais été un frein à sa vie. Au contraire, elle a toujours pu profiter d'un quotidien tranquille. Bon, en même temps, tu m'étonnes, hein, qui chercherait des noix à la petite fille d'un chef de clan Yakuza, j'ai envie de dire, hein. Mais un jour, sa petite vie toute tranquille change complètement. Ouais, parce qu'elle apprend que son clan, ainsi que son plus puissant rival, le clan Miyama, s'apprête à enterrer la hache de guerre. Alors, ça aurait pu être une bonne nouvelle, hein, si cette paix n'avait pas été déclarée suite à l'unification des petits-enfants des deux clans respectifs. Autrement dit, pour que la paix soit totale, Yoshino va devoir épouser Kirishima, un jeune homme de son âge plutôt séduisant, dont elle ignore absolument tout. Alors, on pourrait se dire que Yoshino va ainsi vivre une belle romance aux côtés d'un mec tout à fait charmant, riche, et qui saura la protéger en cas de problème. Sauf que pas du tout! Yoshino vient tout juste de se fiancer à un homme bien plus dangereux qu'elle ne le pensait. Un passé très sombre, des cadavres sur le dos, un corps rempli de tatouages. Attendez, c'est un animé sur le passé de Samuel Etienne ou... Oui, Kirishima est un véritable psychopathe, un criminel qui n'a aucun scrupule à éliminer quiconque se mettra en travers de son chemin. Alors, je vous avoue que quand j'ai entendu parler de l'animé, je m'attendais à une comédie romantique type Romantic Killer, avec une héroïne loin d'être nunuche, qui se laisse pas faire, et qui brille de par ses réactions humoristiques inattendues. Sauf que les trailers sont sortis, et j'ai bien compris que l'histoire dans laquelle on s'apprêtait à entrer allait être bien plus sombre que ce qu'on pourrait le penser. Masochisme, meurtre, délinquance, amour obsessionnel, séquestration, criminalité, trafic d'organes, drogue, violence. Ce sont les thèmes dont l'animé va parler. Voilà pourquoi je l'attends en fait. Parce que tous ces thèmes, ce sont des thèmes auxquels je peux m'identifier... m'intéresser. Ah, toujours ce petit problème d'isolation à la cave. Va falloir que j'y remédie.
En fait, quand je regarde les bandes annonces, j'ai vraiment l'impression d'être dans une sorte de thriller où Yoshino va devoir survivre face à son mari complètement fou. C'est d'ailleurs ça qui me plaît tant dans cette histoire. C'est qu'ici on a vraiment l'air de sortir des codes de romance basiques. Pas de sentiments réciproques, puisque dans le trailer on entend bien Yoshino dire à Kirishima qu'il la dégoûte. Pas de personnage ultra cliché, parce que d'un côté on a un anti-héros complètement imprévisible, au point que certains ont affirmé que leur lecture de l'œuvre avait été un peu oppressante, vu qu'on ne sait jamais comment Kirishima va réagir. Et de l'autre, une héroïne qui est loin d'être la fille faible qu'il faut sauver. Non, Yoshino, elle est pas du genre à se laisser faire. Donc ça peut promettre un duo assez particulier. Même en termes d'univers, on peut avoir un truc assez plaisant à découvrir. Les dessous de la vie des Yakuza, que ce soit les guerres de clans, le business, de drogue, les complots, etc., etc. Non, perso, écoutez, ça me donne vraiment bien envie, là, je vais pas vous mentir. Alors du coup, si comme moi, vous avez envie de tester l'animé, rendez-vous le 7 octobre 2024 sur Crunchyroll. Autre animé qui me laisse quelque peu perplexe, The Most Notorious Stalker. Noel Stolen a toujours rêvé de devenir un seeker, un aventurier qui parcourt le monde en quête de gloire et de fortune. Alors, forcément, quand le jour de ses 10 ans arrive enfin, année à laquelle les gens peuvent connaître leur job, bah Noël, il est tout excité. Il se demande ce qu'il va bien pouvoir devenir. Un guerrier ultra puissant? Un mage redoutable? Non. Ce que Noël ne sait pas, c'est qu'il est le héros d'un anime cliché qui a déjà eu ce genre de scénario moult fois avant lui. Et donc, bah il obtient la classe la plus faible qui soit. Pendant ce temps, dans une réalité alternative... Mais quel retournement de situation de fou! Mais vous voyez, malgré ça, bah il reste joyeux Noël. Bah ouais, parce que, à défaut d'être puissant, notre ami Noël, il a eu une idée de génie. Rassembler tous les combattants les plus forts du royaume pour former un clan dont il sera le chef, et ainsi, il pourra se servir de leur force comme si c'était la sienne. Bah ouais, parce que, comme l'a dit un grand homme un jour, si tu n'as pas les compétences demandées, alors sers-toi des autres pour briller. Bon alors très vite, Noël va se faire une sacrée réputation, hein, au point même où on dit de lui qu'il serait un monstre sans pitié, qui manipulerait les seekers pour parvenir à ses fins. Mais Noël, ça il s'en fout. Lui, tout ce qui l'obsède, c'est dominer le monde. Et pour ce faire, il compte bien utiliser toutes les manipulations possibles et inimaginables. Alors, je tiens à vous dire que malgré tout sentiment d'histoire cliché que le synopsis laisse prétendre, il est possible que cet animé nous surprenne. S'il vous plaît, faites que l'animé soit bon, j'en ai marre de me faire insulter mes grands morts à cause de mes spéculations douteuses. Te faire foutre, tu iras, mon enfant. Ah bon? T'avais qu'à pas me vendre la saison estivale comme une saison de fou alors qu'il y avait que dalle. Ouais, parce qu'après avoir fait des recherches sur l'animé, je me suis aperçu, d'une part, que le manga était plutôt bien noté. Et sur un site de sauvage comme MyAnimeList, croyez-moi, c'est assez représentatif. Mais aussi que là, on va certes suivre un héros soi-disant faible en termes de puissance, mais ô combien extrêmement balèze en termes de stratégie. En fait, on va juste suivre un chef de guerre utiliser ses pions de la manière la plus ingénieuse qui soit pour parvenir à ses fins. Et ça, bah ça m'intrigue vraiment. Surtout que Noël, il a l'air d'avoir les boules. Il est pas du genre à se faire enguirlander, et veut vraiment que ses ennemis finissent dans du sapin. Voilà, j'ai épuisé mon capital de jeu de mots sur son nom. C'est rigolo. Après, je vous avoue que j'ai quand même un peu peur, hein. Un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on est ici dans ce genre d'animé qui va vraiment se focaliser sur son héros principal en négligeant quelque peu les autres. Ce que je veux dire, c'est que, certes, les autres personnages sont utilisés comme des pions, j'ai bien compris, mais ça veut pas dire qu'il faut pas les développer. Et donc, j'espère que la raison du pourquoi ils se battent pour Noël, alors qu'il est bien moins fort qu'eux, ça sera expliqué, hein. Outre ça, sachez que l'animé est considéré comme extrêmement sombre et particulièrement sanglant par la plupart des gens qui ont lu le manga, donc non, on va pas se retrouver ici dans un animé bourré de comédie et d'histoire légère, ce qui, personnellement, renforce un peu plus mon intérêt. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 30 septembre 2024, mais hélas, toujours pas de licence annoncée. Cet automne, on aura également le droit à un peu de douceur avec Amagi-san Chi no Enmusubi. Huryu Kamihate a un passé plutôt compliqué. Ouais, parce que lorsqu'il était enfant, sa mère est décédée des suites d'une maladie. Du coup, après ça, il a développé une sorte de dépression provoquée par le remords de ne pas avoir pu la sauver. C'est pour ça qu'il s'est mis en tête d'un jour intégrer la prestigieuse université de Kyoto et ainsi étudier la médecine. Le truc c'est que Huryu, il a aucune thune et du coup, il a pas non plus de famille qui pourrait l'héberger à proximité de son école. Par conséquent, ses études semblent plutôt compromises. Sauf que c'est à ce moment précis qu'il découvre le sanctuaire Amagami, un sanctuaire tenu par un prêtre qui accepte de l'héberger. Alors, ce que Huryu ne sait pas, c'est que ce prêtre, il a 3 filles, Yae, Asahi et Yona. 3 filles qui se révèlent être belles, certes, mais aussi particulièrement espiègles et taquines. Et du coup, Huryu, bah il va devoir cohabiter avec ces 3 filles. Mais il y a encore une toute petite clause du contrat que Huryu n'avait pas vu avant d'emménager dans ce sanctuaire. Et oui, s'il veut pouvoir rester dans ce sanctuaire, alors il va devoir accepter d'épouser l'une des sœurs et ainsi prendre en charge le temple. Bon alors, perso, j'aime bien quand un héros doit choisir entre plusieurs personnages, parce que en vrai, ça nous force à nous investir un peu plus dans la romance. Ce que je veux dire, c'est que quand on a 2 personnages prédisposés à se mettre ensemble, c'est cool, mais en termes de rebondissement, bon, voilà quoi.
Par contre, quand on regarde ce genre d'histoire-là, bah oui, on est plus investi. Je suis certain qu'à l'issue de quelques épisodes seulement, on va déjà voir apparaître une team Yae, une team Yuna et même une team Asahi. À moins que vous soyez plus team Cronenbourg. Seuls les vrais alcoolos de la chaîne auront compris cette vanne. Et avoir autant de diversité dans les personnages, bah je trouve ça cool, parce que ça rend l'animé vivant. Jusqu'à la fin, on souhaite que le héros se mette avec notre waifu préférée. D'ailleurs, en parlant de fin, notez qu'il est très probable qu'on ait une réponse sur le choix de Uryu à l'issue de la totalité des épisodes prévus. Ouais, parce que c'est un total de 24 épisodes que l'animé va nous proposer, donc une diffusion jusque mars 2025. Outre ça, bon, j'ai pas besoin de vous stipuler à quel point l'animé semble magnifique, aussi bien visuellement avec des décors somptueux et des ambiances merveilleuses, mais aussi sentimentalement parlant. Non, parce que en vrai, l'animé a l'air à la fois reposant, touchant, émouvant et même drôle en même temps. Pour tout vous dire, l'animé me rappelle vraiment les ambiances des comédies romantiques old school, avec tantôt un peu de drame, tantôt un peu de comédie, et même au niveau des OST. Je sais pas, visuellement parlant, l'animé dégage un truc qui me rend pas mal nostalgique pour tout vous dire, et en vrai de vrai, bah c'est ce qui me donne autant envie de le voir. Bref, l'animé est prévu pour le 1er octobre 2024, et franchement, bah j'ai hâte. On passe maintenant à un animé qui me donne beaucoup envie, je dois être honnête, Kekkon Surete Honto desu ka. L'histoire nous emmène dans une agence de voyage située à Tokyo. Une agence de voyage dans laquelle travaillent Takuya et Rika, deux célibataires très introvertis qui sont plutôt contents de leur quotidien, à tel point qu'ils ne recherchent pas spécialement quelqu'un pour partager leur vie. Sauf qu'un jour, leur entreprise décide d'ouvrir les locaux en Sibérie. Le truc c'est que forcément, qui dit partir en Sibérie, dit tout quitter. Et quoi de mieux pour ce genre de poste que des gens qui n'ont pas de famille? Des gens comme Takuya et Rika, par exemple. Mais Rika, elle a pas du tout envie de se barrer aussi loin, Elle veut rester à Tokyo. C'est alors que lui vient une idée. Elle propose à Takuya d'organiser un faux mariage afin de pouvoir rester au Japon. Oui, ce mec est un vénard. Bon alors oui, on est clairement dans ce genre d'animé qui, avant même de le commencer, on sait déjà comment ça va se terminer. Je veux dire, il y a combien de chances pour qu'une fausse relation n'aboutisse pas à une vraie relation à la fin de l'animé? Zéro. Pas nous, pas nous. Mais pour autant, est-ce que ça fait de ce genre de scénario une mauvaise histoire à suivre? Mais pas du tout. Suivre l'évolution de sentiments naissants chez des personnages, c'est assez attendrissant et inspirant pour nous permettre de nous sentir investis dans ce genre d'animé. C'est un fait. Quand ce genre de sentiments quitte le lycée pour se vocaliser sur un univers bien plus mature d'entreprise, là ça m'intrigue beaucoup pour être honnête. Je pense que, outre le fun que la série propose, on peut avoir une véritable romance, d'abord fictive, je le rappelle, mais peu à peu très sincère qui soulèvera des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vu que 99% des romances qui se font de nos jours se passent au lycée, rien que le fait de l'introduire dans une entreprise suffit à la rendre originale au final. Non écoutez, c'est pas le genre d'animé sur lequel on peut vraiment spéculer en fait, Ça va sans doute être l'une des douceurs de cet automne, devant laquelle on passera un bon moment de divertissement et de repos cérébral. Bref, rendez-vous le 3 octobre pour découvrir ça, mais hélas, toujours pas de licence annoncée à ce jour. Autre très grosse annonce pour cet automne avec Mecha ED, Mechanical Arms. L'histoire nous emmène dans le quotidien du jeune Amatsuga Hikaru, un collégien on ne peut plus banal qui vit dans la ville de Kitagami. Sauf qu'un jour, son quotidien tranquille, il change du tout au tout lorsqu'il fait la rencontre d'Alma, une espèce de forme de vie mécanique en forme d'avant-bras. Bon alors, si Alma se présente devant lui, vous imaginez que c'est pas pour rien. Ouais, parce que aussitôt, elle tente de se lier au corps de Hikaru afin de lui soutirer toute énergie. Sauf que ça fonctionne pas. Et du coup, elle décide simplement de se lier à son suite. Pour soutirer l'énergie d'un suite, faudra repasser. À moins que ce soit un diesel. Connard. Mais en fait, Hikaru apprend que Alma est poursuivie par un groupe nommé Kagami, une sorte de société dont l'objectif serait d'asservir tous les mechas UD, l'espèce à laquelle appartient Alma. Hikaru, simple collégien, donc plus précisément un homme de 15 ans, je le rappelle, touché par l'histoire d'Alma, décidera de lui porter assistance et donc de se laisser entraîner dans une suite d'événements à la dangerosité insoupçonnée. C'est alors qu'il rejoindra l'organisation ARMS. Ouais, parce que ARMS en anglais, ça veut dire bras, si vous avez pas compris. Un groupe qui s'efforce tant bien que mal à sauver et à libérer tous les mechas UD. Vous savez ce qui me choque avec cet animé? C'est que sa qualité semble indéniable, mais que j'ai vu personne en parler. Alors peut-être que c'est que moi, mais que ce soit en termes d'histoire, en termes d'animation, de baston, de personnages, tout a l'air vraiment stylé, on va pas se mentir. Bon alors, faut savoir que pour le coup, c'est pas vraiment de la spéculation que je fais le concernant, puisqu'en fait, il existe un OAV de 26 minutes mettant en scène un bout de l'histoire, qui est sorti en 2018 sur la plateforme Kickstarter, si je dis pas de conneries, afin de récolter un financement participatif dans le but d'avoir un jour un animé complet le mettant en scène. Et alors, je l'ai vu, franchement je suis trop content que le projet ait abouti, parce que rien que les 26 minutes que j'ai regardées m'ont vraiment donné envie de me plonger dans l'univers. C'est drôle, c'est fun, le système de Mecha UD qui se retrouve à devoir être lié à des humains pour survivre, c'est à la fois hyper prenant parce que plus tu découvres des détenteurs de Mecha UD et plus t'es subjugué de voir l'ingéniosité de la réalisatrice, parce que c'est pas juste des bras articulés comme celui de Hikaru, non, chaque Mecha UD qu'on croise dans l'animé ont une particularité qui les rend uniques, et de ce fait, les humains qui les contrôlent le deviennent aussi en fait. Et en termes de personnages,
c'est difficile de juger en seulement 26 minutes. Mais pour le coup, même là, ça matche bien en fait. On a un duo qui, en réalité, me fait beaucoup penser à celui de Twin Star Exorcist. Donc ouais, non, j'ai hâte de découvrir tout ça, et même hâte de découvrir cette alchimie qui va y avoir entre les deux personnages principaux. Bref, franchement, personnellement, je l'attends vraiment de pied ferme, celui-là, parce que je sens le petit bijou arriver. Je sais pas, j'ai un feeling. Quoi qu'il en soit, l'anime sera disponible à partir du 3 octobre 2024 sur Crunchyroll. L'automne, c'est aussi le moment de se lancer dans des petits animés un peu plus exotiques. Et ça tombe bien parce qu'on aura également le droit à Negaposi Angler. Tsunehiro Sasaki a une vie de merde, disons les termes dès le début. Ouais, parce que non seulement il est blindé de dettes, mais en plus, il vient d'apprendre qu'il ne lui reste plus que 2 ans à vivre. Ah, je vous l'ai dit, il a une vie de merde, hein. Mais qu'il soit mourant, ça, les créanciers, bah ils en ont rien à foutre. Et du coup, se mettent à le poursuivre en lui criant la même chose qu'ils ont crié à François Fillon. Rends l'argent. C'est d'ailleurs en tentant de leur échapper que Sasaki finit par tomber dans la mer. Mais il va pas crever pour autant, hein. Non, ce serait bête de gâcher ces 2 années restantes comme ça, puisqu'il sera sauvé par Hana Hayukawa, une jeune fille passionnée de pêche. C'est alors que Sasaki fait peu à peu connaissance avec Hana et ses amis du club de pêche, se disant même « Tiens, ça a l'air marrant la pêche quand même ». Du coup, bah il décide de se mêler à la bande d'amis afin de travailler pour eux, mais surtout, se mêler à un monde qu'il vient tout juste de découvrir, celui de la pêche. Alors, je vais pas vous mentir, la pêche, en vrai de vrai, c'est pas mon truc. Hein. Pour moi, l'univers de la poiscaille, ça se résume à Nemo, la BD arc-en-ciel et mon signe astrologique. À part ça, bon, je suis pas vraiment un mec branchi, quoi. Si vous avez compris cette vanne, félicitations. Vous avez un humour de merde. Mais si j'attends cet animé, c'est surtout pour son thème secondaire que je trouve particulièrement intéressant. Comment vivre quand il ne nous reste plus que 2 ans de vie? Ça, c'est intéressant. Et c'est pour cet aspect-là de l'histoire que je pense que l'animé peut être hyper touchant et vraiment inspirant sur le fait de vivre pleinement l'instant présent avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, c'est un peu le freerun de la poiscaille, quoi. Bon alors, bien sûr, il suffit de voir la bande-annonce pour s'apercevoir qu'on va pas complètement être dans un animé badant, hein. Non, ça a l'air hyper fun, hyper drôle et particulièrement dynamique, on va pas se mentir. Mais quand je regarde les thèmes abordés, bah je vois bien le drame. Donc ça veut bien dire que l'animé va très certainement s'attarder sur des questions existentielles comme comment vivre pleinement sa vie sans regret en un si court laps de temps, comment profiter de la vie quand on sait qu'on arrive à son terme, comment la chaîne chasse et pêche continue de subsister malgré la faible audience. Bref, je sais pas dans quoi je m'avance, si ça se trouve ça sera uniquement un animé vraiment concentré sur la pêche, mais je sais pas, j'ai envie de croire qu'il a plus que ça à nous offrir, son thème principal étant beaucoup trop important pour le négliger selon moi. Donc ouais, j'attends cet animé, mais avec des pincettes, hein, je vais pas vous mentir. Bref, l'animé sera disponible à partir du 3 octobre 2024, mais hélas, toujours pas de licence annoncée à ce jour. Autre animé prévu pour cet automne, et alors là je vais bien morfler pour le prononcer, Nageki no Borai wa Hintai Shitai Saijuku Hanta ni Yoru Saikyo Party Iku Seijutsu. L'anime nous emmène dans un monde où les chasseurs de trésors sont en plein essor. Ouais, ce monde en question étant rempli de richesses, beaucoup de gens se sont mis en tête de le parcourir pour trouver toutes les richesses possibles et inimaginables qui y seraient cachées. C'est par exemple le cas de Cray André et 6 de ses amis qui, plus jeunes, se sont fait la promesse de fonder leur propre organisation et de devenir les plus grands chasseurs au trésor de tous les temps. Alors, faut savoir que chacun de ses amis possède un don assez particulier pour le combat, une sorte de force hors du commun qui leur permet d'affronter quiconque se mettra en travers de leur chemin. Par contre, Cray... Oui, vous savez exactement ce que je m'apprête à dire. Lui n'a absolument aucun talent. C'est une grosse merde en gros. Du coup, bah forcément, il se demande si sa place est bien aux côtés de ses compagnons en fait. Et puis, avec le temps, il se dit qu'il ferait mieux de prendre sa retraite pour vivre des jours paisibles. Mais du jour au lendemain, et suite à un événement très particulier, ce dernier se retrouve propulsé à la tête de son groupe. Un groupe qui est considéré comme l'un des plus puissants en activité. Alors, Cray, il a beau essayer d'agir en leader, ses paroles et ses actes sont toujours très mal interprétés par ses amis, ce qui donne des situations parfois chaotiques. C'est donc là que commence l'incroyable périple d'un leader qui n'en est absolument pas un. Alors, je sais pas pourquoi, mais cet animé me fait beaucoup penser à The Eminence in Shadow. Non pas dans la puissance de son héros qui est quasi inexistante, hein, on va pas se mentir, mais plutôt dans ses faits et gestes qui sont en permanence mal interprétés, et le rendant, pour le coup, extrêmement puissant aux yeux des autres. Et en vrai, d'un côté, ça m'intrigue pas mal, parce que je sens la bonne comédie arriver, hein, on va pas se mentir, quand on voit la bande-annonce, on comprend que ça va être drôle. Mais au-delà de ça, je veux dire, rien qu'en voyant les réactions du héros qui ne désire que partir à la retraite et qui se retrouve à être considéré comme le plus puissant qui soit alors qu'il pue du cul, bah je trouve ça plutôt fun en vrai. Mais de l'autre côté, je suis un peu en mode mais bah ouais, parce que ce genre de scénario, faut savoir l'innover pour ne pas qu'il tombe dans une sorte de spirale infernale qui répète encore et encore les mêmes intrigues. Ce que je veux dire, c'est que si l'animé se résume à Cray gagner accidentellement des combats, le rendant hyper puissant aux yeux des autres, et ce en boucle arc après arc, bah ça risque d'être très redondant, hein, je vais pas vous mentir. Outre ça, la bande-annonce laisse prévoir un animé assez divertissant pour donner envie de s'y intéresser. Des personnages assez diversifiés dans le groupe de Cray qui permettent de ne pas tomber dans le cliché du harem relou, malgré une affiche qui annonce
très clairement que pour être développé dans l'animé, il faut avoir des nibards, et les différents gags, que ce soit la réaction surjouée des personnages ou les situations complètement burlesques auxquelles ils sont confrontés, bah en vrai, ça annonce tout de même un bon moment. Alors pourquoi pas, vous dirais-je. Bref, l'animé est prévu pour le 1er octobre, mais toujours pas de licence annoncée à ce jour. Autre animé qui m'intrigue pas mal pour cet automne, Acro Trip. Chizuko est une jeune otaku tout ce qu'il y a de plus normal, si ce n'est qu'elle vit à Sakai City, une ville où il fait extrêmement froid. Oh le ringard. Sakai City est une ville réputée pour être sous la protection de Berry Blossom, une puissante magical girl devenue extrêmement célèbre en combattant l'organisation maléfique Fossa Magna. Seulement voilà, le leader de cette organisation, avec le temps il est devenu plutôt faiblard, au point où les habitants de Sakai City ne le craignent même plus en fait. Et ça, c'est ce qui pose problème à Shizuko. Bah ouais, parce que elle, faut savoir qu'elle est la fan numéro 1 de Berry Blossom. Elle l'adore à un point inimaginable. Sauf que qui dit menace inexistante, dit magical girl inutile en fin de compte, ce qui provoque une réaction chez Shizuko de type bigardienne. Non, non, on veut pas. Mais pour de nouveau faire briller son idole, Shizuko a eu une idée de génie. Elle va aider le maléfique Chroma, chef de l'organisation Fossa Magna, à répandre la terreur sur Sakai City et ainsi à pousser les habitants à faire appel à Berry Blossom. En vrai, je trouve que l'histoire paraît assez déjantée pour me donner envie en fait. Il y a de la bagarre, il y a de la comédie, il y a des magical girls, ce qui, disons-le, est devenu plutôt rare pour être honnête, des animés mettant en scène ce genre d'héroïne. Non, en vrai, je pense que ça peut être l'animé détente de la saison. Vous savez, ce genre d'animé où il n'y a pas véritablement d'enjeu, mais juste une ambition de vous faire passer un vrai bon moment chill et drôle en même temps. Enfin bref, si vous aussi vous êtes intrigué par cet animé, alors rendez-vous le 2 octobre 2024, mais hélas, et comme pratiquement tous les animés de cette liste, j'ai l'impression, toujours pas de licence annoncée à ce jour. Alors là, ça sent la pépite si vous voulez mon avis, avec Trillion Game. L'histoire nous emmène dans le quotidien de deux amis, Haru et Gakko. Deux amis qui ont des personnalités complètement opposées, disons-le, puisque l'un est un giga beau gosse capable de manipuler n'importe qui par son éloquence sans pareil, et le deuxième, c'est un gros geek qui bouffe des cartes graphiques, qui s'insère des clés USB dans le fion et qui n'arrive pas à aligner deux mots devant des inconnus tellement il est introverti. Inutile de vous dire auquel des deux je m'identifie le plus. Le geek. Mais non. Bon alors, forcément, après leurs études, leurs différences de caractère ont eu pas mal d'impact sur leur carrière, puisque bon, Haru, lui, il a réussi absolument tous ses entretiens d'embauche au vu de son charisme absolu. Par contre, Gakko, lui, il a tout foiré, Sa timidité fait que aujourd'hui son avenir ne se résume qu'en un mot, le chômage. Et du coup, à défaut de pouvoir bosser dans l'informatique, c'est un tout autre type de Windows qu'il va nettoyer, puisque Gakko se retrouve obligé de devoir postuler dans une station de lavage. Si vous avez pas compris, il va nettoyer des fenêtres, en fait, et Windows, en anglais, c'est fenêtre. Bon, bref. Mais Haru, en bon pote qu'il est, décide de lui faire une proposition, s'associer pour former un duo de choc. Ses compétences de beau parleur couplées aux compétences complètement folles de Gakko en informatique, ça suffit à le convaincre qu'ensemble, ils pourraient gagner la modique somme d'1 trillion de dollars. Ce qui représente environ 4 fois la fortune d'Elon Musk, pour que vous ayez une petite idée. Ou alors 100 milliards de fois ma fortune de youtubeur, si vous voulez vraiment avoir un ordre d'idée. Bon alors, je suis un weeb, youtubeur, qui adore la thune. Le capitalisme. Oh. Mon rendez-vous à la CAF, il a été annulé. Donc bien évidemment que je suis la cible de ce genre d'animé. Déjà, rien que le duo de héros complètement atypique, je sais pas pourquoi mais ça me laisse penser à de grosses situations bien comiques. C'est genre obligé que le contraste entre les deux va amener à des situations vraiment drôles, voire cocasses. Et clairement, c'est vraiment là-dessus je pense que Trillion Game va capitaliser. L'humour et le choc des personnalités. Ce qui est vraiment intéressant ici aussi, c'est l'ambition démesurée d'Haru en fait. Accumuler 1 trillion de dollars, c'est pas juste un objectif. Ça relève de la folie à ce niveau-là. Je le répète pour que vous rendiez bien compte, mais c'est genre 38 fois le PIB des États-Unis quand même, Et du coup, ouais, voir comment ce duo va s'y prendre pour escalader les échelons du monde des affaires type le loup de Wall Street, ça risque d'être fascinant. Non, franchement, écoutez, c'est assez original pour me donner envie, c'est même assez barge pour m'intéresser, je dois vous avouer. Après, voilà, je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher d'avoir quelques peurs sur un scénario aussi loufoque que celui-là. Je veux dire, il y a toujours ce risque de voir une histoire ambitieuse dérailler en mode cheat code easy, où ils réussissent tous sans vraie difficulté. Et honnêtement, si l'intrigue ne pousse pas Gakko et Haru à vraiment se battre pour chaque dollar, alors ça peut vite devenir répétitif. Mais si c'est bien géré, par contre, là ouais, on pourrait avoir un animé qui mixe le fun avec un vrai commentaire sur la manière de réussir dans un monde impitoyable. Donc ouais, écoutez, moi je l'attends de pied ferme celui-là parce que j'ai très envie de voir ce que ça peut donner. Je sais pas du tout à quoi m'attendre et c'est ça qui m'intrigue. Bref, l'animé sera disponible à partir du 3 octobre 2024 sur Crunchyroll.
Cet automne, c'est aussi le moment de découvrir Tohai Hurarate Mahjong Torairoku. Est-ce que vous avez déjà lancé Mahjong Titan sur Windows 7 et que vous n'avez jamais rien bité à ce jeu des enfers? Oui? Alors cet animé est fait pour vous. Ouais, parce que l'histoire va nous faire suivre Kei, qui, comme vous vous en doutez du coup, est un joueur de Mahjong. Il est d'ailleurs l'un des joueurs les plus talentueux et les plus impitoyables de sa génération. Bon, en même temps, ils sont que deux. Bon, alors, dit comme ça, ça inspire pas franchement la peur, hein, on va pas se mentir. Je veux dire, moi par exemple, je suis champion régional de belote interépade, c'est pas pour autant que je me promène avec une tronche de dealer, quoi. Mais en réalité, Kei, bah il cache un gros secret. Ouais, en fait, c'est juste un lycéen qui se sert de ses nombreuses connaissances stratégiques pour se faire une place dans un monde peuplé de personnages puissants, riches et surtout extrêmement dangereux. Alors, on saurait pas dire comme ça, mais le Mahjong c'est une vraie mafia, hein. C'est moi où cette phrase sonne ridicule. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kei, chez lui, il cache une jeune clandestine nommée Amina afin de la protéger de l'expulsion. C'est donc avec tous ses secrets sur le dos et cette double vie qu'il mène en permanence que Kei, simple joueur de Mahjong, va peu à peu tomber dans un monde extrêmement dangereux. Bon, alors je vais pas vous mentir, j'adore la culture japonaise. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. Une fois, j'ai dit konnichiwa au gérant du resto à côté de chez moi. Mais c'est un restaurant chinois. Ah, ceci explique bien des choses. Mais de là à m'intéresser à ces jeux de société, il y a un monde, hein. Et pourtant, cet animé, bah franchement il me tente beaucoup. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne se limite clairement pas à son thème très niche du Mahjong pour proposer un animé qui, en soi, pourrait se révéler tout à fait plaisant, hein, mais qui serait destiné à un public très ciblé, on va pas se mentir. Non, là, l'animé fait en sorte d'utiliser son thème initial pour rebondir sur une histoire capable de retenir l'attention de tout le monde. Je veux dire, quand on voit les bandes annonces, on se rend bien compte que là on va se retrouver dans un vrai thriller, avec des personnages dangereux, un univers où le crime est prépondérant. Tenez, regardez là, il y a même du sang. Je pense pas que ce soit une règle du Mahjong, hein, de pisser le sang sur la table de jeu. Et en vrai, juste cet aspect de devoir affronter des giga criminels en compétition de Mahjong, ça peut rendre le déroulé de l'animé assez imprévisible, hein, soyons honnêtes. Bien que chelou, je vous l'accorde. Bref, écoutez, j'ai pas matière à spéculer plus que ça. Alors du coup, rendez-vous le 4 octobre 2024 sur... ouais, encore une fois, toujours pas de licence annoncée. Je vais finir par dire à chaque fois que j'annonce la date d'un animé, ouais. Cet automne, ça va aussi être la fête pour les plus nostalgiques d'entre nous, grâce à Ranma 1/2. Ranma Saotome est un lycéen extrêmement balèze en arts martiaux. Non mais genre, vraiment balèze. Le problème, c'est que, un jour, alors qu'il s'entraînait en Chine, celui-ci tombe dans une source maudite avec son père Genma. Et à la suite de ça, bah Ranma se retrouve métamorphosé en fille, et son père en panda. Bon alors, faut savoir qu'ils peuvent retrouver leur forme normale, hein, mais pour ça, ils doivent être aspergés d'eau chaude. Et en plus, cette solution n'est que temporaire. Mais le pire dans tout ça, c'est que Ranma apprend que son père lui avait trouvé une fiancée parmi les 3 filles de Sun Tendo. Sun Tendo est le chef de l'école d'arts martiaux Tendo, qui, lui, souhaite perpétuer l'héritage familial, mais qui est aussi et surtout au courant de la situation dans laquelle se retrouve actuellement Ranma. Ceci dit, c'est pas pour autant qu'il annule les fiançailles. Non, non, non. Il décide même de lui présenter sa fille en question, Akane, qui non seulement est également très forte en baston, mais qui, en plus de ça, s'avère détester plus que tous les hommes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous vendre Ranma 1/2 pour le coup? Je pense pas, hein. Perso, je vais pas faire l'ancien puisque j'ai découvert ça bien plus tard à la télé, mais Ranma 1/2, ça a vraiment marqué ma jeunesse pour le coup. J'adorais l'ambiance à la fois bienveillante de l'animé, mais aussi ces personnages tous plus barjots les uns que les autres. Et du coup, le fait de me replonger dans l'univers rien qu'à travers la bande-annonce, bah ça m'a fait ressentir une certaine nostalgie en fin de compte. Une nostalgie qui fait du bien et qui donne vraiment envie de s'y replonger. Après, voilà, je pense pas vraiment que ça sera la perle de la saison, puisque bon, on sait comment fonctionnent les remakes, hein. En général, c'est souvent ceux qui ont découvert l'animé original qui ont tendance à se replonger dans l'univers qui ont transcendé leur jeunesse. Même si, en vrai, au vu de son histoire et de sa façon de la mettre en scène, il y a moyen que ce remake attire une nouvelle audience. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus qui servirait à vendre l'animé sans desservir ma jeunesse, si ce n'est que j'ai très hâte de me replonger dans cet univers atypique qui est Ranma 1/2. Et du coup, si vous aussi vous avez envie de découvrir ou redécouvrir l'animé, alors rendez-vous le 5 octobre 2024 sur Netflix. Autre petite comédie prévue pour cet automne avec Yokai Gakko no Sensei Hajimemashita. Haruaki Abe est un garçon extrêmement timide et particulièrement pleurnichard. Le comble, me direz-vous, pour un professeur des écoles. Bah ouais. Et encore plus quand ce dernier se retrouve soudainement à devoir enseigner dans une école remplie de monstres. Ouais, la promotion est assez soudaine quand même, hein. Et du coup, c'est à ce moment précis où il se retrouve dans une école remplie de monstres en tout genre, plus terrifiants les uns que les autres, que sa vie tourne à la catastrophe la plus totale. Alors oui, très court synopsis, mais en même temps là, je pense pas qu'il y ait vraiment matière à épiloguer, on va pas se mentir, hein. Ça sent clairement l'animé comique par excellence, rien de plus. Et en vrai, moi ça me branche plutôt bien. Ouais, parce que perso, ça me fait un peu penser à Yokai Apartment, que j'avais vraiment bien kiffé, donc ouais, bien envie de me poser devant ce genre d'animé où le simple but est de débrancher son cerveau et juste kiffer. Bref, rendez-vous le 8 octobre 2024 pour découvrir ça, mais pour le moment, toujours pas de licence annoncée.
Cet automne, ça sera également l'occasion pour découvrir Gokon ni Ittara Onna ga Inakatta Hanashi. Tokiwa est un étudiant à l'université, célibataire, qui aime mener une petite vie tranquille. Sauf que sa camarade de promo, Suo, elle se dit que c'est dommage qu'un si beau garçon soit seul comme ça. Alors elle lui propose de participer à un blind date. En gros, il va se pointer à un rencard sans même voir le visage de celle qui l'attendra. La définition parfaite de vivre dangereusement en soi. Bon alors, pour le coup, il décide de pas y aller seul, et d'emmener avec lui deux de ses camarades de classe, Asagi et Hagi. Mais lorsqu'ils arrivent au lieu de rencontre, ils s'aperçoivent que les personnes avec qui ils ont rendez-vous sont en réalité trois hommes hyper charismatiques. Bon, forcément les trois amis sont gênés, ils savent pas trop comment se sortir de ce malentendu. Et puis, à force de parler, de se découvrir et surtout de picoler, les deux groupes se rapprochent peu à peu. Et finalement, Tokiwa, Asagi et Hagi finissent par comprendre qu'en face d'eux se trouvent en réalité trois jolies femmes qui, durant leur temps libre, adorent se travestir en hommes. Bon, écoutez, cet animé, c'est clairement pas ma plus grosse attente de la saison, je vais pas vous mentir. Parce que, bon, ok, le pitch promet quelques situations bien drôles et des interactions complètement loufoques, disons-le. Ça sent vraiment l'animé qui nous déconnecte le cerveau pendant 24 minutes et ça, c'est plutôt cool. Mais, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on va surtout se retrouver dans un de ces animés qui surfent sur l'embarras permanent de ses héros pour briller. Et si l'intérêt de l'animé repose uniquement sur ça, ça risque de devenir un peu lassant en fin de compte. Tandis que, par contre, si on se penche un peu plus sur le développement des personnages et leur dynamique, là, on pourrait être très agréablement surpris. Avec un thème comme celui-là, il y a un potentiel de chemin scénaristique hyper intéressant à explorer en vrai. Comme défier les attentes sociales classiques des rencontres romantiques, ou encore aborder des sujets plus profonds sur l'identité et les relations. Bref, si l'animé creuse un peu plus que sur les blagues répétitives que pourrait offrir son pitch initial, alors on pourrait tenir là une petite pépite inattendue. Bref, l'animé sera disponible à partir du 4 octobre 2024, mais toujours pas de licence annoncée. On continue avec Nina du Royaume aux Étoiles. Nina est une jeune orpheline qui, suite à une terrible épidémie qui a ravagé le pays de Fortuna, il y a de ça 5 ans, a perdu sa famille. Bon alors pour survivre, Nina, elle a pas le choix que de se laisser aller à la criminalité, et donc accompagnée de ses deux amis Saji et Colin, deux autres orphelins dans la même situation qu'elle, elle passe ses journées à voler. Faut savoir que Nina, elle a des yeux extrêmement bleus, et particulièrement magnifiques, ce qui intéresse grandement les marchands d'esclaves qui la considèrent comme une esclave shiny en fait, et donc qui pourrait leur ramener pas mal de thunes. Mais heureusement, Nina parvient toujours à leur échapper. Sauf que, avoir des amis, c'est bien. Avoir des amis pauvres, c'est chiant. Et du coup, il suffit de quelques piécettes pour acheter ses amis, Et forcément, avec une telle proposition, Nina, elle se fera trahir par Saji, son ami de toujours. À la suite de cette trahison, Nina se fera embarquer par deux hommes. Deux hommes qui, en réalité, sont en fait sous les ordres du second prince du royaume, le prince Azur Set Fortuna. Ouais, parce qu'en fait, la sœur du prince, Alisha, a disparu alors qu'elle était censée épouser le prince héritier Set du royaume de Galgada. Du coup, il fallait trouver une remplaçante. Et comme par hasard, Alisha avait des yeux extrêmement bleus. Du coup, Nina va devoir faire semblant d'être Alisha. Elle va devoir apprendre à se comporter comme une véritable princesse, tout en trompant l'ensemble des nobles de la cour. Bon alors, pour être tout à fait honnête avec vous, au départ je pensais que cet animé serait une sorte d'histoire à la Angélique Marquise des Anges, avec une protagoniste que tous les persos masculins de l'intrigue se disputeraient malgré son statut social différent, etc. etc. Enfin, l'histoire à l'eau de rose quoi. Et en fin de compte, après avoir effectué quelques recherches, j'ai appris que Nina du Royaume aux Étoiles était une œuvre extrêmement appréciée. Une œuvre que les gens qualifiaient même de surprenante au vu des nombreux retournements de situation qu'elle mettait en place pour toujours susciter l'intérêt de ses spectateurs. Et ça, c'est une idée qui me plaît bien, je dois vous avouer. Après, outre ça, j'ai aussi appris que l'histoire abordait des thèmes un peu plus profonds que la simple différence de classe sociale. C'est de la politique, des complots, des batailles, de l'aventure même parfois d'après ce que j'ai compris, et surtout une véritable romance, avec des sentiments forts et pas du tout superficiels. Bon alors, j'ai pas été plus loin dans mes recherches pour pas me spoil, mais à mon avis, je pense qu'on pourrait avoir ici une sorte de romance similaire à My Happy Marriage. Une romance qui est vraiment impactante sur le scénario quoi. Après, le seul truc qui me dérange un peu dans tout ça, c'est que Nina, elle est censée jouer la sœur de Azur, qui, on va pas se mentir, a de grandes chances d'être le love interest principal de l'héroïne. Du coup, bon, j'espère que ça sera bien mis en scène et que ça nous offrira une sorte de romance secrète, parce que bon, l'histoire du mec qui s'affiche en train de rouler des giga galoches à sa frangine, ça pourrait faire un bon synopsis de film X chez les consanguins, mais à part ça... Bref, écoutez, j'ai pas envie de spéculer plus que ça, parce que si ça se trouve, je me gourre totalement sur ce que je raconte là, et peut-être que ce sera complètement différent de ce que je suis en train de dire, mais par contre, ce que je pense être sûr, c'est qu'on est typiquement là dans ce genre d'histoire qu'il ne faut pas juger à sa couverture. Alors ce que je vous propose, c'est de, comme moi, tester quelques épisodes pour voir si ça vaut le coup le jour de sa sortie. Le jour de sa sortie qui sera d'ailleurs le 10 octobre sur Crunchyroll.
Alors là, on passe à ce que j'estime être une énorme annonce et qui me hype énormément, je vais pas vous mentir, Blue Walls. L'anime nous emmène en 1863 à Kyoto. C'est là que se trouve un groupe de samouraïs surnommé Miburo. Bon, alors faut savoir qu'à ce moment précis, les Miburo sont sur un coup. Ouais, parce qu'ils se sont mis en tête de capturer un groupe de hors-la-loi qui sévit dans la région en kidnappant des enfants. Alors, pour attirer des enfants, rien de plus simple. Il suffit d'une petite camionnette et de quelques bonbons. Me demandez pas comment je le sais. C'est la première chose qu'on apprend en tant que youtubeur. Mais du coup, comment on fait pour attirer des kidnappeurs d'enfants? Eh ben on les appâte avec des orphelins. Et c'est justement ce que vont faire les Miburo, en utilisant Nio et Iroha, deux orphelins comme appât. Et c'est de cette manière que Nio, jeune garçon au fort sens de la justice, va rencontrer Hijikata Toshizo et Okita Soji, les deux membres fondateurs du Shinsengumi. Et c'est donc après cette rencontre qu'il va se mettre en tête de devenir lui aussi un samouraï, prêt à tout pour punir tous ceux qui s'en prendront aux enfants. Alors je vais pas vous mentir, on est clairement là sur l'une de mes plus grosses hypes de la saison. C'est beau, c'est dynamique, ça a l'air hyper poignant d'un point de vue scénaristique, ça met en scène des samouraïs à la fin de l'ère Edo, les personnages ont l'air vraiment très plaisants à découvrir, l'histoire d'après ce que j'ai vu en faisant mes recherches est à la fois profonde, inattendue et particulièrement intense, les OST des bandes annonces me filent des frissons, et le potentiel historico-scénaristique a l'air complètement fou. Oui, j'ai complètement inventé ce terme, oui. Ce que je veux dire c'est que, en prenant conscience de tout ça, et en visualisant les différentes bandes annonces, j'ai vraiment cette sensation qu'on va suivre ici une histoire très complète où on aura tantôt des gigabastons, tantôt des émotions fortes, tantôt une concentration sur les différents aspects de la cour impériale, que ce soit la hiérarchie du Bakufu, les trahisons et les complots qui se préparent dans l'ombre, et l'importance d'une telle milice dans un Japon qui est très sensible aux crimes en tout genre. Non écoutez, comme j'ai l'habitude de dire, en général, je fuis clairement la hype. Mais ici, j'ai envie qu'on la crée cette hype. Parce que au vu de la saison qu'on se tape là, j'ai un peu peur que Blue Wolves passe un peu inaperçu. Un peu comme Yatagarasu dans la précédente saison. Bon, par contre, si jamais c'est à chier, je vous prierai d'oublier cette partie de la vidéo. Hein. Bref, écoutez, personnellement, j'ai de très grosses attentes sur cet animé. Du coup, si comme moi, vous sentez qu'on peut avoir là un animé de fou, alors rendez-vous le 19 octobre. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, l'animé n'est toujours pas licencié à ce jour. Bon, ceci dit, à mon avis, ça devrait pas tarder. Hein. C'est qu'une question de temps vu la qualité de l'animé. Et enfin, on termine avec la plus grosse attente de cette saison, Dan Dadan. Ken Takakura est un adolescent qui est passionné par les théories complotistes. Ouais, comme Muriel, 57 ans, militante exemplaire sur Facebook, Ken n'hésite pas à clamer haut et fort son avis sur la question de la vie extraterrestre. Pour lui, c'est une évidence. Les petits hommes verts, les soucoupes volantes et les crop circles, tout ça, ça existe vraiment. Bon, par contre, ses croyances restent purement scientifiques. Hein. Tout ce qui est science occulte, ça, pour le coup, il y croit pas du tout. Par contre, c'est clairement pas le cas de son amie Momo Ayase, qui, elle, pour le coup, est sa totale opposée. Elle croit fermement à l'existence des fantômes, mais refuse de croire catégoriquement à celle des extraterrestres. Bon alors, autant vous dire que pour le coup, leur amitié, elle tient qu'à un fil, hein. Bah ouais, parce que vu que leurs croyances respectives sont en parfaite contradiction, en réalité, ils s'engueulent tout le temps pour déterminer qui a raison et qui a tort. Sauf qu'un jour, ils vont finalement se mettre d'accord, puisque, contre toute attente, ils vont tous deux être témoins de choses qu'ils ne pensaient absolument pas réelles. Ken va tomber nez à nez avec un fantôme nommé Mémé Turbo. Ouais, c'est assez impressionnant comme nom, ouais. Le fantôme d'une grand-mère qui hante un tunnel, et Momo, elle va se faire enlever par des extraterrestres qui cherchent à analyser en détail le corps humain. Deux situations qui vont, à jamais, bousculer l'entièreté de leurs convictions. Alors, je sais qu'il s'agit là de l'animé le plus attendu de la saison. Enfin, pour moi, c'est Re:Zero, mais chacun ses priorités, hein. Mais c'est justement parce que c'est le plus attendu de la saison que je vais pas le regarder tout de suite, en fait. Le truc, c'est que je sais pertinemment que l'animé va être excellent, qu'il va être hyper prenant, et que ça va être une dinguerie. Et honnêtement, j'ai pas besoin de me fier aux avis des gens, hein, parce que rien que les bandes annonces me donnent absolument envie de me plonger dans l'œuvre. Mais voilà, vous le savez, la hype et moi, ça fait deux. J'aime bien prendre du recul sur certaines choses avant de m'y lancer, pour avoir un véritable avis sur la question. Un avis que je me serais fait moi-même une fois toute la hype passée et les puristes à la niche. Non parce que bon, la hype là, elle m'avait vendu Kaiju numéro 8 et Suicide Squad Isekai comme des véritables dingueries. Bon après, si vous voulez vraiment mon avis sur la question, toute hype mise à part, bien sûr que je l'attends celui-là. J'ai toujours plutôt apprécié les animés qui parlaient de sciences occultes, que ce soit Occultic 9, Miharuko-chan, Mob Psycho 100, même si pour le coup les esprits restent secondaires à l'histoire principale dans celui-là. J'ai toujours bien apprécié la manière qu'avaient les animés d'aborder le sujet. Alors en plus de coupler ça à un univers extraterrestre, en vrai ça me rend ultra curieux, hein, je vais pas vous mentir. Surtout que qui dit hype dit forcément qu'il va se passer des dingueries. Et je dois dire que j'ai du mal à voir comment un animé parlant de ces thèmes va pouvoir surprendre en fait. Non écoutez, j'ai vraiment hâte de me plonger dans l'œuvre quand elle sera complète, pour voir si c'est véritablement le banger que les gens disent. Bref, quoi qu'il en soit, rendez-vous le 3 octobre 2024 sur ADN, Netflix et Crunchyroll pour découvrir ça. Oh dis donc, quand il s'agit de hype, ça se bastonne les licences, c'est ce que je vois, hein. Non c'est bien, on voit où est l'intérêt des plateformes de streaming. L'argent. Bon.
Là, du coup, je pense que vous avez quand même une petite idée de tous les nouveaux animés que vous allez regarder cet automne. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, votre liste a bien dû s'allonger quand même, hein. Ceci dit, j'espère qu'il reste de la place. Ouais, parce que il reste les suites d'animés. Et là aussi, c'est du giga lourd. Ouais, parce que cette saison, on aura le droit dans un premier temps au retour de Arcane. Ouais, je sais, j'annonce du lourd dès le début. Et bordel, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Arcane. Bon, alors, bien évidemment, cette saison 2 fera suite directe de la première, hein. Mais qui plus est, il faut noter que ça sera la dernière. Donc, l'histoire de Jinx va se clôturer avec cette saison. Et franchement, mais j'ai tellement hâte, parce que Arcane, quoi. Magnifique visuellement parlant, somptueux musicalement parlant, et surtout merveilleux émotionnellement parlant. Bon, alors, je vais pas rentrer dans les détails de ce que va raconter cette saison 2, parce que beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit que vous n'aviez toujours pas vu la saison 1 et que justement vous attendiez la fin de cette saison 2 pour pouvoir tout regarder d'un coup. Donc j'ai pas envie de vous spoil. Ceci étant dit, notez que cette saison 2 sera divisée en 3 parties et sortira donc le 9 novembre pour l'acte 1, le 16 novembre pour l'acte 2 et enfin le 23 novembre pour l'acte 3. Le tout bien évidemment sur Netflix. Autre retour avec celui de As a Reincarnated Aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise. Oh l'accent. Bon, alors cette suite fera directement suite aux événements survenus dans la première saison, et donc on va retrouver Ars qui est désormais entouré des plus grands talents du domaine, et qui va même finir par se retrouver mêlé à une guerre de succession au titre d'empereur de Mission. Une grande bataille qui va donc permettre à Ars de devenir le prochain préfet de Canare. Quoi qu'il en soit, cette seconde saison sera disponible à partir du 29 septembre 2024 sur Crunchyroll, avec un total de 12 épisodes. Alors, autre annonce qui fait pas mal plaisir, en vrai de vrai, The Prince of Tennis 2 U17. Ouais, on le prononce à la franglish ici. Alors, cette nouvelle saison reprendra directement après le match gagné par l'équipe du Japon face à la France lors de la Coupe du Monde des joueurs de moins de 17 ans. Ouais, il a fait mal cet arc. On suivra donc leur continuation dans ce tournoi, avec notamment un gros match qui les attend en demi-finale, celui contre l'Allemagne. Bref, cette nouvelle saison sera donc disponible à partir du 2 octobre sur Crunchyroll. Cette saison marque également le retour de Rurouni Kenshin. Bon, alors je sais que dans une précédente vidéo saisonnière, j'avais dit que j'adorais énormément Kenshin. Bon, du moins l'œuvre de base quoi. Mais j'avoue que j'ai jamais trouvé la motivation de regarder ce remake. Peut-être parce que je connais déjà l'histoire, hein. Ça doit peut-être y être pour beaucoup. Mais du coup, bon, je sais pas si l'animé est hyper qualitatif ou s'il est vraiment attendu. Mais en tout cas, sachez que cette saison 2 sera disponible à partir du 3 octobre sur Crunchyroll et sera composée d'un total de 24 épisodes. Alors, beaucoup d'entre vous l'attendent, et ça tombe bien parce qu'il revient cet automne, la saison 2 de Sword Art Online Alternative Gun Game Online. C'est moi où j'ai galéré à le dire. L'animé prendra place 3 mois après les événements de la première saison. Elle mettra en scène un tout nouveau tournoi qui s'annonce bien plus compliqué que le précédent, puisque une nouvelle règle a été ajoutée au jeu, une règle qu'aucun des participants n'avait envisagée. Bref, je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Notez que l'animé sera disponible à partir du 4 octobre sur Crunchyroll avec 12 épisodes prévus. Bon, si on doit dire que l'automne est une bonne saison, autant y aller jusqu'au bout, non? Bah ça tombe bien parce que cette saison on aura également la saison 2 de Blue Lock. Alors faut savoir que l'anime reprendra directement après la saison 1, et donc après la 3e épreuve de sélection que Yoichi a su surmonter avec succès, sauf que le projet Blue Lock, bah il est menacé de disparaître, car jugé comme inutile. Mais pour contredire tout ça, Ego, il a eu une idée, établir un match entre les sélectionnés du projet Blue Lock et l'équipe japonaise officielle des moins de 20 ans. Un match qui non seulement servira à prouver l'efficacité du projet Blue Lock, mais surtout de s'imposer enfin en tant que titulaire. L'anime sera disponible à partir du 5 octobre sur Crunchyroll et sera composé d'un total de 14 épisodes. Autre très gros retour avec la partie 3 de la saison finale de Bleach. Alors, vous allez sûrement me détester, hein, et j'en suis complètement conscient, et même moi je me déteste, mais j'ai pas repris Bleach depuis la fin de la première partie en fait. Non mais me jetez pas tout de suite des gadins, hein. En fait il y a une raison à ça. C'est juste que j'ai regardé la première partie, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié tellement de choses de l'animé originel, que bah, je me suis arrêté là et j'ai voulu reprendre l'animé de base avant de me remettre dans ces nouvelles saisons. Mais le truc c'est que Bleach, il y a beaucoup d'épisodes, et bah j'ai pas eu la motivation de m'y remettre. Donc du coup bah j'ai laissé tomber. Bref, du coup, vous imaginez bien que je peux pas vous dire grand chose sur cette partie 3 parce que de une, je suis pas du tout au courant de ce qui s'est passé dans la précédente, et en plus, bah j'ai pas envie de me spoil. Quoi que c'est peut-être déjà fait en fait. Bref, du coup, notez simplement que cette 3e partie sera disponible à partir du 5 octobre sur Disney+, pour un total de 13 épisodes. Alors, on passe maintenant à un autre retour qui me fait très plaisir, avec la saison 4 de Blue Exorcist. Alors, j'en entends pas beaucoup parler du retour de Blue Exorcist, malgré que l'animé est vraiment bon, je trouve, et honnêtement, bah ça me rend un peu triste. Je sais pas si l'animé ne plaît pas de manière générale, ou s'il passe un peu inaperçu, mais je pense que cette saison 4 va être l'occasion de faire une grosse vidéo sur le sujet. J'ai des choses à dire sur Blue Exorcist, et je pense que je vais profiter vraiment de cette saison
saison 4 pour les dire. Bref, quoi qu'il en soit, cette nouvelle saison sera disponible à partir du 5 octobre sur Crunchyroll pour un total de 24 épisodes. Cette saison marque également le retour de Shangri-La Frontière. Bon, est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus que ça sur l'arrivée de cette saison 2 Non, je pense pas, hein. Shangri-La Frontière, c'est vraiment le type d'animé qui n'a pas d'histoire à proprement parler, mais qui arrive quand même à te captiver de par ses nombreuses aventures et ses péripéties complètement inattendues. Du coup, ouais, je sens que cette saison 2 va être similaire à la première, hein. Qu'elle ne va pas raconter grand chose, mais qu'elle va tellement bien le faire que ça va en devenir kiffant en fait. Quoi qu'il en soit, si vous êtes très pressé de cette saison 2, alors sachez qu'elle sera disponible à partir du 13 octobre sur Crunchyroll et sera composée d'un total de 24 épisodes. Bon, alors bien sûr, qui dit octobre, dit évidemment le mois de Dragon Ball. Bah ouais, parce que non seulement on va avoir Dragon Ball Daima, mais en plus on va avoir Dragon Ball Sparking Zero. Ah, je sens qu'il va pas y avoir beaucoup de vidéos ce mois-ci. Alors, je savais pas trop comment considérer cet animé pour être honnête, si je le considérais comme un nouvel animé Dragon Ball, ou si je le considérais comme une suite, et finalement j'ai préféré l'incorporer dans les suites. Voilà. Enfin bref, quoi qu'il en soit, au niveau du pitch, l'animé va mettre en scène Goku et ses amis qui, à la suite d'un complot, vont finir par redevenir petits, et leur seule solution afin de retrouver leur taille adulte, c'est de partir vers un nouveau monde, afin d'y affronter un nouvel ennemi très coriace. Bon alors oui, en termes de synopsis, c'est vraiment très restreint, hein, je vous l'accorde. On nous donne pas beaucoup d'infos sur ce qui va se passer concrètement, mais par contre, j'ai l'impression qu'au vu des bandes annonces, on nous montre ce qu'on va vivre à travers cet animé. Un périple. Et vous voyez, c'est ça qui me hype vraiment dans ce nouvel animé. C'est que j'ai l'impression que là, on va vivre une vraie aventure, avec un vrai voyage à travers un nouveau monde qu'on ne connaît absolument pas. Alors bon, la question c'est, est-ce qu'on peut encore être surpris par l'univers de Dragon Ball qu'on a déjà, pour la plupart, poncé dans toutes ses formes possibles? Eh bah écoutez, cet animé me donne envie de dire oui. Après, c'est vrai qu'il y a une certaine vibe Dragon Ball GT, mais en vrai de vrai, ce qui me pousse à l'attendre autant au final, bah c'est son côté retour aux origines, avec un Goku petit qui se bat au bâton, l'aspect aventure au travers de nombreux décors qui, on va pas se mentir, ont franchement l'air diversifié, et surtout le retour d'une animation 2D. Non parce que bon, la CGI ça va 5 minutes en vrai, hein. Donc écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous sont vraiment pas hype du tout, mais je sais pas, mon côté nostalgique et mon fanboyisme font que j'ai envie d'y croire. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 11 octobre 2024 sur ADN. Autre retour assez inattendu pour le coup avec la saison 2 de Demon Lord Retry. Alors, je m'attendais pas du tout à le revoir surgir cet animé là, pour être honnête. Je pensais qu'il était tombé dans les limbes les plus totales, mais non, apparemment il est là. Ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans peut-être qu'on n'a pas une nouvelle de Demon Lord Retry. Bon alors, cette deuxième saison fera directement suite à la première, mais pour tout vous dire, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos là concernant, donc je peux pas vraiment vous en parler plus en profondeur que ça. Je sais même pas quel arc elle adaptera pour tout vous dire. Bref, si jamais l'animé vous intéresse, alors rendez-vous à partir du 28 septembre sur Crunchyroll. Autre annonce pour cet automne avec le retour de MF Ghost. L'histoire reprend pile là où s'est arrêtée la première saison. Kanata a réussi à surmonter l'épreuve du contre-la-montre et continue son ascension en tant que pilote de renom. Mais il n'est pas encore sorti victorieux de tout ça, hein, puisqu'il lui reste la manche finale à surmonter. Une manche finale qui, en plus de ça, va se dérouler sous une pluie battante. De quoi rajouter une très grosse difficulté en plus. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, j'ai pas l'ABS sur ma voiture. Bref, cette nouvelle saison sera donc prévue pour le 6 octobre sur Crunchyroll. Encore une annonce du retour d'un animé que je n'ai pas vu, avec la saison 2 de Fortnite of the Apocalypse. Cette saison 2 adaptera directement la suite des événements survenus dans la première saison, avec notamment Percival qui va devoir affronter 2 apôtres du chaos, réincarnation d'anciens membres des 10 commandements. Bref, écoutez, je suis pas très connaisseur de l'univers de Seven Deadly Sins, alors pour tout vous dire, cet animé ne m'attire pas plus que ça, hein, je vais pas vous mentir. Mais si par contre vous êtes impatient, alors rendez-vous le 6 octobre 2024. Bon, malheureusement, toujours pas de licence annoncée au moment où je vous parle, donc soit va falloir attendre, soit va falloir aller sur des sites obscurs. Autre annonce que je n'ai absolument pas vu venir pour cet automne, avec le retour de Ron Kamonohashi. Animé qui, pour le coup, je pensais être le seul à avoir vu, hein, pour tout vous dire. Alors, cette suite prend place directement après les événements de la première saison et de toutes les révélations qu'elle nous a offert. On va pouvoir suivre de nouveau Ron qui apprend des choses de plus en plus importantes sur la lignée des M. Alors, oui, j'ai volontairement fait un synopsis très évasif, parce que si je parle de la saison 2 en profondeur, je vais forcément spoil pas mal de trucs. Donc bon, il est possible qu'il y ait des gens qui passent par là et qui n'ont toujours pas vu la saison 1 alors qu'elle soit sur leur liste, donc j'ai pas envie de spoil ces gens-là. Bref, cette saison 2 sera disponible à partir du 7 octobre sur Crunchyroll pour un total de 13 épisodes. Enfin, cette saison marque le retour de Natsume Yujincho. Et bordel, mais qu'est-ce que ce fut long! Mais ça y est, l'anime revient pour une 7ème saison. Alors là aussi, je vais être très évasif parce que vous imaginez bien qu'au bout de 7 saisons, si je résume le bousin, il y en a forcément qui vont être spoil. Et en tout cas, pour ceux qui ont vu l'anime dans son intégralité, sachez que pour regarder cette saison 7, il faut avoir vu le film Ephemeral Bond, qui est le dernier en date à être sorti. Hein. Parce que vu que c'est la suite directe de ce film, bah si vous l'avez pas vu, vous risquez d'être un peu perdu. Hein. Enfin bref, l'anime sera disponible à partir du 7 octobre sur Crunchyroll. Autre retour assez inattendu avec la saison 2 de Seirei Gensuke. Bon alors comme d'habitude, cette suite fait directement suite à la première saison, et mettra donc en scène Ryo. Après avoir réussi à sauver Celia de son mariage arrangé, tombera sur un
groupe d'esclaves qui, en réalité, se révèlent être des humains, tout comme lui. Et encore mieux même, puisqu'ils sont japonais. Ryo s'aperçoit alors que parmi eux se trouve Miharu Ayase, son amour de jeunesse qui avait complètement disparu. C'est à ce moment-là que sa nouvelle aventure commence. Du coup, si vous faites partie de ces gens qui ont beaucoup aimé la saison 1, alors rendez-vous le 7 octobre sur Crunchyroll pour découvrir la suite. Autre annonce qui n'est pas des moindres avec la saison 3 de Arifureta. Alors perso j'ai arrêté Arifureta à la fin de la saison 1 si je me trompe pas, donc bon, je peux pas vous dire grand chose le concernant. Même en termes de synopsis, on nous dit juste que la saison 3 adaptera la suite de la saison 2. Ouais, je sais, c'est assez surprenant, ouais. Enfin bref, si vous êtes fan de l'animé, d'Isekai et de Nibar, ah bah si, excusez-moi, mais rien que l'affiche annonce directement la couleur, hein. Alors rendez-vous le 14 octobre sur Crunchyroll, et à noter que l'animé adaptera un total de 16 épisodes. Autre très grosse annonce avec le retour de Danmachi, et plus particulièrement sa 5ème saison. Cette suite adaptera l'arc de la déesse de la fertilité. Dans cette saison, Belle et ses amis se rendent au festival de la fertilité, qui se situe dans la ville d'Orario. Ouais, parce que à peine remis de ses blessures, Belle est conviée par Sir Flova, qui n'a qu'une seule envie, profiter des festivités à ses côtés. Alors oui, cette saison s'annonce en façade très chill et toute tranquille, me direz-vous. Deux mots qui veulent dire la même chose en soi. Eh bien, figurez-vous que non, puisque ce qu'ignore Belle, c'est qu'une grande menace s'apprête à s'abattre sur lui. Bref, ça me fait penser qu'il faut que je regarde la saison 4 parce que ça a toujours pas été fait de mon côté, et autrement, cette saison sera disponible à partir du 4 octobre. Bon, pour le moment, rien n'a encore été annoncé du côté de Crunchyroll, mais vu que les autres saisons figurent sur le site, à mon avis, ce n'est qu'une question de temps, hein. Et enfin, je ne pouvais pas finir cette très longue et très chiante vidéo des animés de l'automne, la saison 3 de l'excellentissime Re:Zero. Bon alors, bien évidemment, cette nouvelle saison prend place directement après la saison 2, et donc un an après les événements survenus au sanctuaire. Emilia est toujours dans la course au trône, Subaru est devenu son chevalier officiel, et tous deux vivent des jours heureux. Sauf que leur tranquillité ne sera que de courte durée, car ils vont recevoir une lettre d'Anastasia, qui les invite à la Cité de l'eau. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que dans l'ombre, Sirius, l'archevêque de la colère, réserve bien des surprises à nos héros. Bordel, mais j'ai tellement hâte de me plonger dans cette saison, vous n'avez même pas idée en fait. J'ai tellement de questions concernant la suite de l'animé. Est-ce que Subaru va encore morfler? Est-ce que Rem va se réveiller? Est-ce que Emilia va réussir à conquérir le trône? Est-ce que l'animé va réussir à nous transcender autant que les deux premières saisons l'ont fait? Bref, j'ai trop hâte et c'est clairement le premier animé que je vais déguster cette saison, je vous le dis clairement. Enfin bref, quoi qu'il en soit, si comme moi vous êtes giga fan de Re:Zero, alors rendez-vous le 2 octobre 2024 sur Crunchyroll pour découvrir ça. Alors, à noter que cette troisième saison sera divisée en deux parties de 8 épisodes chacun. La première partie sera diffusée à partir du 2 octobre, comme je l'ai dit, et couvrira l'arc de l'assaut. Par contre, la deuxième partie sera diffusée le 5 février et couvrira l'arc de la contre-attaque. Et d'après ce que j'ai entendu sur cet arc, apparemment on n'est pas prêt. Mais genre, absolument vraiment pas prêt. Donc, j'ai trop hâte. Bref, voilà ce qui conclut cette énorme vidéo, hein, j'en peux plus, j'ai la salive qui est partie en vacances là, elle est en RTT la salive, regardez, j'arrive même plus à parler. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis d'établir votre liste d'animés à regarder cette saison. J'espère que j'ai pas fait ça pour rien quoi, en gros. Là je vous avoue que je suis exténué, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 2 fois que je l'enregistre cette vidéo des enfers de ces morts. Ouais, parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de la caméra, donc j'ai enregistré que l'audio la première fois. Bref, du coup sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. À plus, je sais plus comment je finis mes vidéos d'habitude, pour une prochaine vidéo. Ciao. Dodo.